Cette thématique nous renvoie à celle que nous abordions dès la création de l'Université du bien commun, il y a bientôt 6 ans. En janvier 2018, nous avions fait une session sur la technologisation de la vie et ses conséquences sur les biens communs. En février 2019, une session sur les enjeux démocratiques du développement tous azimuts du numérique. Et plus récemment, l'année dernière, nous avons abordé la notion de commun négatif. Non seulement nous avons un petit peu tourné autour du pot de la low-tech en quelque sorte comme moyen, mais vous allez voir que cette démarche nous renvoie aussi à d'autres thématiques que nous avons abordées, qui concernent l'importance des territoires et de la prise en main de la gouvernance des biens communs par les citoyens. En juin 2019, une rencontre sur comment transformer les territoires et les lieux de vie à la lumière du bien commun. En septembre 2021, on a touché presque du doigt, sans nommer la low-tech, effectivement, cette approche, puisque nous avions fait toute une session autour du monde paysan, avec, en vedette, si je puis dire, l'atelier paysan. Aujourd'hui, pour explorer plus loin la démarche low-tech, nous avons le plaisir d'accueillir un nouveau partenaire, le Low-Tech Lab, qui est représenté par Quentin Mathéus, que je remercie d'avoir accepté d'organiser avec nous cette session. On va commencer par l'intervention de Technologos, et bon, merci aussi d'être là, ça va être intéressant pour démarrer. Et après, la proposition qu'on va imaginer ensemble ici, c'est plutôt une espèce de discussion avec le point de vue, disons, que je vais représenter un peu du Low-Tech Lab, mais pas que. Et Nicolas Lobet, je me fais l'honneur et le plaisir de faciliter cette discussion avec notamment Marco. Et voilà, et après ça, donc, on va se donner une petite heure, je crois, de discussion après l'intervention de Technologos. Et après ça, évidemment, ce sera place aux échanges. Bon, alors, bonjour à toutes et à tous, merci de la présentation. Oui, effectivement, je vais commencer par me présenter. En fait, moi, je suis Hervé Lemeur, et en fait, je suis initialement militant contre les OGM, les brevets sur vivants. Vous savez, les brevets sur vivants, je pense que ça vous parle à tous. Ça, c'est le premier point. En fait, très vite, je me suis aperçu que mon opposition aux OGM, aux brevets, venait d'une motivation beaucoup plus profonde, qui était que je sentais bien qu'il y avait quelque part une forme de raisonnement du monde. Et du coup, je me suis aperçu qu'il fallait que je généralise mon argumentation et que je la théorise pour voir, et puis je me suis aperçu qu'en fait ça s'appliquait à plein de domaines. Donc, le texte a été rédigé par quelqu'un qui s'appelle Nicolas et qui est membre de l'atelier paysan, qui est en gros c'est une structure qui essaie de favoriser le développement de techniques, de machines pour les paysans. Donc, globalement, notre discours en tant que technocritique, c'est de dire qu'aucun outil, aucune technique n'est neutre. Tout outil présuppose en partie l'usage qui en sera fait. Et il présuppose aussi les modes de relation entre les personnes, surtout celles qui vont utiliser cette technique. Sachant que la technique, je vais être franc avec vous, c'est peut-être parce que je suis scientifique, je n'ai jamais lu de définition propre. Donc il y aura certainement des ambiguïtés, donc j'ai essayé de recadrer. Donc moi, je serai le porte-voix de quelqu'un qui s'intéresse donc aux techniques paysannes. Donc les low-tech, vaste sujet qu'il nous faut aborder avec nuance. Tout d'abord, un anglicisme, s'il a le mérite de marquer clairement l'opposition au high-tech, j'essaie de donner un accent, c'est pour faire snob, est aussi extrêmement flou. Pour les critiques de la technique, il fait énormément penser à d'autres concepts, donc il est indispensable de se méfier. Clean tech, green tech, vous savez, tout ce message qui consiste à rendre bien quelque chose. Ensuite, il y a les acteurs du mouvement low-tech. Il y a autant de courants que de collectifs, et probablement plusieurs courants parmi chaque collectif. Il serait donc certainement mal avisé que généraliser trop rapidement. Certains font des low-tech sans le dire, comme l'atelier paysan, dont Technologos est sociétaire. La coopérative d'autoconstruction, l'atelier paysan, ne s'en revendique pas. Ils préfèrent la notion de technologie paysanne. Vous voyez ce que je disais sur l'aspect primaire, secondaire. Cette distinction est intéressante en ce qu'elle place l'usager au centre de la démarche. Car c'est souvent là l'ambiguïté des mouvements low-tech qui ne parviennent pas toujours à s'extraire de la logique solutionniste de l'ingénieur. Des solutions techniques à des problèmes culturels ou autres qui viennent d'en haut et sont plaquées sur ceux qui en bénéficient. Alors il y a mis des guillemets, j'ai fait exprès dans mon prononciation de ne pas les laisser parce que, oui, ils peuvent parfois en bénéficier. Mais la question n'est pas est-ce qu'ils peuvent en bénéficier, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est efficace, mais qu'est-ce que ça pose comme autre problème?
Voilà, donc c'est donc le contraire d'une élaboration de solution, le contraire d'une élaboration de solutions par ceux qui en ont besoin à travers leurs propres investigations et inventions. C'est ce que je disais en premier domaine. Ne nous trompons pas d'ennemis. Les low-tech sont une réponse évidente et souhaitable, désirable, j'ajouterais, aux désastres engendrés par les hautes technologies. Hautes, pour ne pas dire high, je crois qu'il est un peu marqué. Elles sont filles du mariage entre la technique et la science, issues de la société industrielle, de la division internationale du travail, du capitalisme, et se surajoutant les unes aux autres, leurs ravages ne sont plus à démontrer. Qu'il s'agisse d'énergie et de climat, du vivant, ou même de la façon de faire société, il n'est plus possible d'éluder le rôle de la technique ou de la technologie. Si vous avez des questions sur la différence entre les deux mots, ça me fera plaisir. Voilà. Réduire autant que possible la complexité des systèmes techniques, les rendre plus conviviaux et démocratiques, réussir à se passer d'experts pour leur conception, leur entretien, leur utilisation, les rendre plus durables, tout cela est urgemment nécessaire. Oui, on est d'accord, on va pas en discuter, ça, on est d'accord. C'est pas ça qui nous intéresse en fait, on est d'accord. Mais gardons-nous de faire porter la responsabilité du changement sur ceux qui ont un début de conscience, ou qui n'ont pas les moyens de s'en acheter une. Alors voilà, dans son texte, il y a une ambiguïté. Est-ce que c'est une conscience ou une technique? Donc j'ai préféré vous expliciter l'ambiguïté, parce que je pense que oui, parfois on veut s'acheter une conscience, et je ne jetterai la pierre à personne. Je ne suis pas là comme juge moral. Il y a un exemple très concret, une voiture électrique. On va culpabiliser les gens parce qu'ils n'ont pas acheté une voiture électrique. Ils ne se sont pas posé la question de comment on produit l'électricité. Que ce ne soit donc pas une manière de se précipiter sur le faire, le comment, alors que le pourquoi ou le pourquoi n'est pas encore débattu. Nous sommes là dans le champ des alternatives. Celles-ci n'ont pas de pouvoir intrinsèque de transformer la société. Elles sont néanmoins indispensables. C'est low-tech qui, avant de s'appeler ainsi, était présente à peu près partout. Nécessite des savoirs et des savoir-faire qui ont massivement disparu. Je m'en rends. Pour l'atelier paysan, l'autoconstruction, les low-tech ne sont qu'un prétexte à la politisation de la machine agricole, à la socialisation des savoirs paysans, à une technocritique qui s'effectue chemin faisant, c'est-à-dire qui n'est pas un objectif en soi. C'est là où mettre en avant quelque chose risque de perturber son propre message. Parce qu'on risque de vendre quelque chose. Même une association, 1901. Donc rien n'est neutre. Tout outil, toute technique, comme je le disais tout à l'heure. Donc ce n'est qu'un prétexte. Et en fait, les critères que la coopérative fixe pour définir les technologies paysannes concernent bien plus la démarche que le produit fini. L'investissement de l'usager, partir des besoins réels, la reproductibilité et la polyvalence à la ferme, réfléchir et faire ensemble et la diffusion et bien sûr la diffusion sous licence libre. Bien sûr, c'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant, chacun de ces trucs. Aucun critère n'implique de calcul de coût carbone, de sourçage des matériaux ou de calcul complexe. De la démarche de conception ascendante à la ferme découle la low-tech. Ça me semble assez important. En fait, partant de la conception ascendante, c'est-à-dire qu'on part de la personne. Je n'ai même pas dit l'usager, parce que l'usager présuppose la technique. Je parle de la personne, et on essaie de trouver à la ferme ce que pourrait être une solution de type low-tech. D'accord ? C'est pourtant de l'acier, dont la production est extrêmement polluante. Mais plutôt que d'essayer d'en minimiser l'impact écologique par une approche qui bureau des bulles, la coopérative s'est lancée dans la création d'un parlement des technologies paysannes, une approche aussi démocratique que possible, un cadre où seront orientés les développements, peser les avantages et les inconvénients, par la mobilisation de connaissances mécaniques, agronomiques, culturelles, économiques. Et, page suivante, une technique rudimentaire, un papier. Même si on pourrait la questionner, juste une petite parenthèse. Pour moi, le plus bel argument technocritique, c'est celui de Socrate, quand il critique l'écriture. Je serais très heureux qu'il y ait des questions. Donc, politiser la machine agricole et les technologies, ou les techniques, l'expérience est aussi enthousiasmante que complexe à mettre en œuvre. D'autres associations ou collectifs en ont une approche différente, ainsi le Low-Tech Lab donne 3 critères, utiles, accessibles et durables. Chacun étant détaillé, bien sûr. Ces critères, seuls, permettent-ils de s'extraire de la logique technicienne? C'est la question. Et le but n'étant bien sûr pas que nous soyons tous d'accord, mais que nous argumentions. Une technique, aussi low soit-elle, est le produit de la société qui l'a engendrée. Et les low-tech en proposent une autre.
Si tout le monde cuisait ses aliments au solaire, produisait son eau potable par filtration, cultivait son potager et faisait ses conserves, nous serions dans une société très différente, certes. Mais d'autres voies sont aussi possibles entre la division internationale du travail et les do-it-yourself, où chacun produit toutes ses conditions d'existence. Il existe des solutions intermédiaires où la division du travail se déploie uniquement à l'échelle locale. Se pose donc la question de savoir qui juge de l'utilité, de l'accessibilité, de la durabilité du low-tech. Et peut-on s'extraire de la logique de l'ingénieur, diplômé ou non, consistant à apporter des solutions techniques aux problèmes culturels et politiques? Comment faire en sorte qu'utilité, accessibilité et durabilité soient jugées par ceux-mêmes qui utiliseront ces bases technologies pour low-tech? Comment faire en sorte que chacun s'approprie ces démarches, ô combien nécessaires, mais que cela ne finisse pas par reproduire les logiques techniciennes? C'est pour ça qu'on doit se poser ces questions théoriques. Prenons l'exemple de la marmite norvégienne, une caisse ou paroi intérieure couverte de matériaux isolants. Après avoir démarré la cuisson de ces aliments normalement, on y dépose sa marmite. On referme la caisse et on permet du coup de conserver la chaleur. La cuisson va se poursuivre pendant plusieurs heures sans nécessiter l'apport d'énergie. C'est un équipement simple, un fonctionnement facilement compréhensible qui fait économiser une grande quantité d'énergie. Très bien. Mais dans la mouvance low-tech, certains n'ont pourtant pas su en comprendre l'idée. Grâce à des calculs savants et des mesures de température, ils ont pu en définir les dimensions optimales. Et c'est là où, tout à l'heure, je vous faisais le résumé. En fait, le résumé, là, il est de dire, quand on va faire une optimalité, un calcul d'optimalité, on va présupposer des choses. Dans ces présupposés, il y a finalement énormément de choses. Et alors, c'est ce qui va être explicité. Trouver quels seraient les paramètres les plus efficaces pour la cuisson, la plus économe, en calculant, en utilisant le moins de matériaux. Première démarche. Et si une autre approche inverse pourrait consister à se passer de calcul et à définir les dimensions extérieures de la fonction, de la place disponible, selon la dimension des placards de ma cuisine. Ou le volume intérieur de la marmite norvégienne, en fonction de la marmite que je possède déjà. Oui, dans tous ces non-dits de l'optimisation, il y a caché finalement le type de résultat que l'on aura. Et pour ceux qui sont un peu plus scientifiques, voire économistes, en fait, quand on définit une fonction de coût, on sait déjà l'optimum qu'on aura. Et donc la définition de la fonction de coût va définir le type d'objet qu'on aura. Définir, je suis peut-être un peu catégorique, mais je suis pas capable de le défendre. Donc dans ce dernier cas, la cuisson demandera un peu plus d'énergie, ou bien la construction nécessitera un peu plus de matériaux. Ce ne sera pas optimal, entre guillemets. Mais dans le premier cas, il faut probablement investir dans une nouvelle marmite, aux bonnes dimensions, bonnes pour la solution technique. Vous voyez, tout ce qui tourne autour de la technique. De la même façon, on a un argument assez courant chez les technocritiques qui est de dire que les voitures présupposent un système d'approvisionnement en énergie. Ce sera vrai en électricité comme en essence. Et donc vous voyez que la voiture n'est pas isolable du réseau qui est associé. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, hein. Je dis qu'on ne peut pas les séparer. De même, une voiture électrique n'est pas séparable d'autres solutions techniques comme les centrales. Centrales, point. Toutes. Donc en définissant la technique comme, je cite, ici, la recherche de l'efficacité maximale en toute chose, fin de citation, et en énumérant ses effets induits, ambivalence, auto-accroissement et autonomie de la technique, Jacques Ellul, qui est l'auteur de la définition que je viens de lire, nous a donné quelques clés pour en atténuer les effets, éviter au maximum qu'une solution technique entraîne un besoin d'un surcroît de technique et de se donner les moyens de l'autolimitation. Puisqu'en fait, il y a aussi cette question d'autolimitation, c'est-à-dire quelque part la place de l'intention de l'utilisateur. Et l'intention de l'utilisateur est en partie contrainte par l'objet. En partie, hein, elle ne détermine pas. Donc ne plus optimiser, ne plus chercher l'efficacité maximale ou une efficacité selon un critère parmi 10, adopter d'autres critères pour juger de l'acceptabilité ou non d'une technique, ce sont les programmes, les questions à se poser. Accepter que faire prenne plus de temps, demande plus de réflexion et plus de main-d'œuvre. Ne plus faire seul, mais faire en commun. Vous savez, c'est la fameuse citation tout seul on va plus loin, plus vite. À plusieurs on va plus loin. Les low-tech seuls ne sauveront pas le monde, mais c'est une forme de décroissance qu'il nous faut, dans laquelle il y aurait bien sûr les low-tech. Mais ce n'est peut-être pas suffisant, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Je le dis tout de suite, je ne suis pas du tout, en tout cas dans une posture d'expert vis-à-vis de l'OTech. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de trouver des référentiels pour discuter. Et on a un peu préparé effectivement cette conversation avec Quentin et Margot.
Et très simplement, l'idée qui est survenue, c'est effectivement d'accueillir déjà une espèce de réaction à ce texte. Pour répondre d'abord peut-être avec moi mon parcours, j'ai envie de dire surprise, j'ai fait des études d'ingénieur. Alors aujourd'hui je pense que je suis très très loin d'avoir un métier d'ingénieur, donc c'est peut-être là que se cache quelque chose, mais en tout cas disons que j'ai pas du tout questionné mon parcours scolaire jusqu'à en être sorti et à me retrouver entre guillemets sur le marché du travail et à voir ce à quoi j'étais destiné. Et j'ai eu la chance pendant mon parcours de pouvoir faire de la philo en école d'ingé, ce qui n'est pas donné à tout le monde, notamment de la philo, de la technique, de l'histoire de la technique, etc. Et d'avoir notamment un cours qui, je pense, m'a mal joué un peu dans le parcours, de Bernard Stiegler, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, qui est un philosophe de la technique qui parlait il y a pas si longtemps, français et assez intéressant sur le sujet. Bref, en tout cas, c'est quand je suis sorti d'études que je me suis retrouvé très rapidement à bosser pour cette association qui s'appelle le Low-Tech Lab, où j'avais l'impression de plus pouvoir contribuer à la solution qu'au problème, comparé à d'autres postes qui m'étaient peut-être un peu plus destinés. Et voilà, pour le dire un peu rapidement, j'ai commencé par une mission à l'étranger parce que le berceau de l'association c'est le Bangladesh. Ce qui paraît, je pense, n'est pas anodin parce que c'est un autre rapport à la technique, la campagne Bangla. Où en fait il y a tellement de compétences techniques et de savoir et de savoir-faire, comme tu l'évoquais, qui sont encore distribués et diffus dans la population, que moi dans le village où je vivais, n'importe quel problème technique trouvait sa solution dans la demi-heure avec un nouveau dispositif, un truc fabriqué pour l'occasion à partir de ce qu'on savait faire et des ressources sur place, quoi. Donc voilà, je pense que c'est pas un hasard, entre guillemets, si mes collègues de l'époque se sont un peu posé des questions quand ils se sont retrouvés dans ce contexte-là. Et effectivement, depuis quelques années, donc, je suis revenu en France et je contribue au travers de différents projets aux missions de l'association Low-Tech Lab, qui, pour faire un peu simple, sont de dénicher, répertorier, documenter, l'atelier paysan dirait colporter de ce que nous on qualifie de low-tech, des solutions techniques qui nous paraissent un peu intéressantes pour les défis à venir. Et voilà, et on le fait au travers de projets d'exploration, d'expérimentation. On se dit que les solutions existent déjà, il faut aller les trouver, il faut avoir un autre regard sur les façons dont on répond à nos besoins. Et donc changer de contexte, c'est une bonne façon de le faire. Mais aussi de tester ensuite pour s'approprier un peu ces réflexions-là. Et plutôt que effectivement de recommander à tout le monde de faire ci ou ça, voilà, se faire notre propre expérience et après en témoigner pour que éventuellement ça donne envie à d'autres de le faire. On a plutôt cette posture-là au Low-Tech Lab. Corentin Gédapéron, qui est le fondateur de l'asso, a eu en fait, entre guillemets, l'idée de documenter en open source des solutions, des savoir-faire et les diffuser largement, etc. À un moment où il s'est rendu compte que en fait, la vision du progrès qu'on avait en Occident était très spécifique et qu'elle était imposée, entre guillemets, ou en tout cas par cet effet de développement, c'est en fait rattraper le retard d'un certain nombre de cultures par rapport aux autres, avec plein de guillemets évidemment. Il s'est dit en fait, si ces savoir-faire un peu essentiels, que lui avait découvert en bonne partie au Bangladesh, hein, mais voilà, étaient finalement beaucoup plus réappropriés par plein de populations, si ces connaissances étaient beaucoup plus diffuses et distribuées, et en fait chacune et chacun, chaque groupe, chaque collectif, chaque population, encore une fois je ne sais pas comment dire, pourrait définir par elle-même sa vision du progrès. Après, donc ça c'était il y a 6-7 ans, ça s'est passé par plein d'étapes, on a posé effectivement une utile accessible durable assez rapidement, en même temps c'était aussi vite que plein, enfin, je pense que, j'aime bien dire ça, un vendeur aujourd'hui de voitures autonomes électriques pourrait dire qu'une voiture autonome électrique est utile, accessible et durable. Donc finalement il faut préciser un peu, donc on a essayé de préciser chaque terme, et en même temps on a vu que c'était peut-être pas suffisant, comme plus pointage du doigt et Technologos collectivement vous l'avez fait. Du coup, effectivement, c'est aussi quelque chose qu'on a essayé de construire collectivement avec plein d'autres acteurs qui étaient intéressés par ce terme et qui voyaient un peu son potentiel. Il y a eu une initiative qui a été la note de la fabrique écologique en 2018, où on a posé ensemble, avec d'autres acteurs, le concept de démarche low-tech, que introduisait aussi Annie en intro, et qui pose quelques questions, c'est pourquoi produire telle ou telle chose, ou pourquoi aller vers telle ou telle solution, est-ce que j'en ai vraiment besoin, etc. Est-ce qu'on en a collectivement vraiment besoin? Quoi du coup choisir de produire comme solution, et est-ce qu'il y a vraiment besoin de produire si la solution est déjà là, à un besoin ou
un fonctionnement, un usage, et en fait comment ensuite répondre à ce besoin ou à cet usage. Et à nouveau, je trouve que quelque chose qui manquait dans cette vision un peu de questions à se poser, c'était la dernière question qui est qui se pose les questions et qui répond aux questions. On a posé un manifeste plutôt du Low-Tech Lab en 2019, donc un peu de temps après la note, qui nous permettait de peut-être préciser un peu notre posture par rapport à cette vision collective, et où, rapidement, on avait 3 principes. Pour nous, la low-tech, c'était se poser la question des besoins. Le deuxième pilier, c'était remettre en question notre rapport à la technologie, et là, c'était presque un peu aussi, à travers elle, un peu questionner notre rapport aujourd'hui, je veux dire, dans le monde occidental, moderne, enfin un peu simple, mais notre rapport au progrès, qu'est-ce qu'on entend par progrès, et qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'il y a d'implicite dans ce terme. Et le troisième pilier, c'était un peu osé à l'époque, en tout cas ça me paraissait un peu osé, mais c'était si on remet en cause notre rapport à la technologie, comment ne pas remettre en question en fait, le modèle de société qui aujourd'hui conditionne la technologie ou qui vit par la technologie, comme tu le disais, c'est très imbriqué tout ça. Aujourd'hui, on en est à avoir approfondi cette question, avec notamment un projet, au travers de plusieurs projets, mais en particulier, il y en a un qui était vraiment dédié à ça, que j'ai eu la chance de coordonner ces 2-3 dernières années, qui s'appelle les enquêtes du Low-Tech Lab. Et en fait, ça a été le parti pris de dire, bon, on commence à avoir sur du coup notre outil en ligne, un peu Wikipédia de la Low-Tech, quelques centaines de technos documentés, avec voilà, tout un tas d'informations scientifiques, techniques, d'exemples, de réalisations, d'essais, de mesures, de témoignages, de plein de choses. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se retrouvent sur une espèce de forum en ligne où il y a, je crois que c'est 70 000 personnes aujourd'hui qui partagent leurs inventions, etc. autour de ce terme low-tech en France notamment, et plutôt largement dans le monde francophone. Mais on voit bien que cette dimension DIY, qui était vraiment un parti pris au départ, elle est hyper intéressante parce qu'elle permet à beaucoup de gens de remettre les mains dans le faire, de le faire collectivement, de prendre conscience par cet acte collectif de ce dont ils dépendent aujourd'hui. Je prends l'exemple tout bête, mais se poser la question de fabriquer des toilettes sèches, de quelle taille, où, comment les gérer, etc. C'est aussi prendre conscience que tous les jours on chie dans l'eau potable sans après se poser la question de où ça va, pourquoi. Enfin, en tout cas, de toute façon, c'est collectif, quoi. Et donc je pense qu'il y a vraiment des choses importantes qui se jouent. Et puis, c'est une façon de démystifier la technique, de démystifier l'outil, etc. Donc ce geste-là, il est fort, mais on voit bien, enfin nous, au fil des années, entre guillemets, de Low-Tech Lab, même si c'est une jeune association, on a bien vu que c'était pas suffisant. Il y a plein de gens pour qui un tutoriel, ça ne permet pas du tout de passer à l'acte, entre guillemets. Mine de rien, fabriquer un chauffe-eau solaire, bon, même si c'est bien expliqué, ça demande de se sentir un peu assuré, quoi. Donc ça, c'est un premier sujet. Une autre dimension, c'est que le côté DIY est très finalement technocentré. Voilà, on parle beaucoup de la technique, de comment elle est fabriquée, comment elle est utilisée, etc. Et donc elle parle à des profils qui sont techniciens. Alors, on l'a observé, c'est pas un hasard évidemment, des ingénieurs d'abord, et qui, un peu comme tu l'as évoqué Hervé, comme vous l'avez évoqué ensemble, en fait, on va dire, se jettent sur la techno et sur le principe technique, plutôt que de se poser un petit peu des questions peut-être plus générales. Donc bref, faisant tout ce constat, on s'est dit, peut-être que pour pouvoir embarquer plus largement la société dans un nouveau rapport à la technique, remettre en question le monde, entre guillemets, de la high-tech qui la soutient, eh bien, il faut passer par des intermédiaires. Et donc on s'est dit, en fait, cet intermédiaire, simplement, ça peut peut-être être, par un premier tri, des organisations, c'est-à-dire des gens qui se sont mis ensemble en se disant, on ne va pas répondre seulement à nos besoins, on va fabriquer seulement nos chauffe-eau solaires, nos toilettes sèches, on va se demander comment est-ce que la ville dans laquelle je vis va pouvoir s'équiper de toilettes sèches et comment est-ce que l'ensemble des habitants vont pouvoir les utiliser au quotidien, apprendre à faire, etc., etc. Et donc on est parti sur cette espèce de pari, de dire qu'il y a des organisations, déjà, aujourd'hui, qui se sont saisies de cette démarche low-tech et qui œuvrent à la rendre plus réaliste, plus réelle, plus concrète, plus accessible concrètement à un large public et pas seulement à elle-même. L'accès à l'énergie dans l'habitat, la transformation alimentaire, par exemple un boulanger qui utilise un four à concentration solaire et un four à bois quand il n'y a pas de soleil pour cuire son pain. On a aussi été rencontrer des acteurs du réemploi dans la construction. Comment est-ce qu'on rend vraiment possible l'acte de rénovation, de déconstruction et de reconstruction de logements, de bâtiments avec des matériaux qui sont déjà produits. On a été rencontrer des acteurs de la logistique. Comment est-ce que on achemine des biens essentiels. Là, c'est la question de qu'est-ce qu'on transporte en fait, comment on le transporte, à quelle échelle, à quelle vitesse, et du coup, est-ce qu'on peut faire de façon plus low-tech, de façon plus
musculaire plutôt que quelque énergie qu'elle soit. Donc c'est une coopérative de coursiers intéressante qui travaille main dans la main avec des artisans cadreurs qui adaptent ces outils et avec des producteurs de légumes et de fruits en périphérie de zones urbaines. C'était très intéressant pour nous de considérer qu'on avait rentré une diversité d'organisations, une diversité de philosophie, une diversité de mise en pratique de cette philosophie sous forme de choix juridiques, de choix économiques, de choix techniques évidemment, mais que finalement, à la fois en ayant choisi une diversité de modèles, on va dire, pour diffuser largement cette démarche de réappropriation d'un certain nombre de choses dans nos vies, et en même temps une diversité de secteurs, et là on arrivait presque à composer ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à une façon de fonctionner en collectif à l'échelle sociale, sociétale, qui soit plus low-tech. Il me semble que ce qui est à transmettre, c'est aussi l'idée d'un déplacement. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui aussi sont en train de fabriquer des alliances. Et donc j'entends dans votre circulation principalement nationale la façon de construire un langage commun pour se rassembler et faire un changement. Et là où pour moi on glisse vers effectivement une intervention qui serait tout aussi longue et en détail, c'est de montrer qu'à certains endroits en France, il y a une dimension très systémique qui se construit, une force de transformation, et qu'on y trouve tout un ensemble d'éléments qu'on peut rapprocher effectivement à ce que tu appelles la démarche low-tech. Ce qu'on a observé sur le terrain était, comme je l'ai dit, un peu par secteur, par domaine, l'alimentation, l'énergie, etc. Et on s'est dit, en fait, là maintenant qu'on compose quelque chose, autant, comme on fait au Low-Tech Lab d'habitude, expérimenter ça à une échelle qui nous paraît être la bonne. Donc l'échelle de Low-Tech, a priori, c'est pas l'échelle globale, c'est plutôt l'échelle qu'on maîtrise en tant qu'humain, donc l'échelle humaine, en fait, d'un bassin de vie ou quelque chose comme ça. Et on s'est lancé là-dedans, mais on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls, j'ai envie de dire, à expérimenter cette façon de se réapproprier tout un tas de pans de nos vies. En deux mots, peut-être, moi je suis plutôt une militante de l'éducation populaire, une militante politique. Il se trouve que je fais partie d'une aventure maintenant depuis 4 ans qui s'appelle Nantes en commun. Donc, je passe par Nantes en commun pour revenir après à Énergie de Nantes. Donc c'est un mouvement de réappropriation de la ville par ses habitantes et ses habitants. On est parti de ce constat un peu, un sentiment partagé d'impuissance face à un système capitaliste assez hégémonique, une crise climatique et aussi une crise sociale et démocratique, et un peu ce sentiment de mais comment est-ce qu'on peut encore agir sur ce système pour l'influencer, comment est-ce qu'on peut changer, est-ce qu'une révolution même encore possible, et bref, face à ce sentiment d'impuissance qui parfois nous paralyse, nous rend très seuls et isolés, et parfois aussi en colère, on avait envie de faire quelque chose, de tracer un chemin, et ce chemin c'était de se réapproprier nos lieux de vie, donc nos villes, nos quartiers, donc en l'occurrence Nantes, et de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire localement à l'échelle de notre lieu de vie pour se réapproprier un certain nombre de savoirs et de savoir-faire, et ensuite pouvoir agir dessus concrètement, soit en portant des discours politiques, soit en vraiment essayant d'agir et de créer des communs qui donnent à voir, et qui nous, plus que donner à voir, qui nous mettent en action vers un autre monde. Du coup, l'énergie, à partir de 2019, on a lancé une grande enquête sur la ville, qui était en fait une série d'enquêtes thématiques ou par quartier. Et ce qu'on appelle, nous, enquête, c'était une série de discussions en fait, collectives avec cette question de comment est-ce qu'on se réapproprie telle ou telle thématique et comment est-ce qu'on peut agir dessus pour aller vers une écologie populaire, comment est-ce qu'on fait en sorte de créer des communs autour de ça. Donc il se trouve que moi j'ai fait partie j'ai été la personne qui a commencé, qui a initié l'enquête autour de l'énergie. Il n'est pas facile en fait de se dire l'électricité ou plus largement l'énergie là à laquelle j'ai accès, d'où est-ce qu'elle vient, quelles sont les infrastructures. Nous on vient d'un département où il n'y a pas de centrale nucléaire parce qu'on s'est battu pour qu'il n'y ait pas de centrale nucléaire. C'est un on très général parce que j'étais
pas né. Non mais voilà, bon, il n'y a pas de centrale nucléaire, mais il y a centrale charbon, puis il y a Donge, et puis bon voilà, c'était intéressant de regarder la matérialité de l'énergie, et puis aussi de se dire, bon finalement, le seul truc un peu concret, parce que c'est très magique d'appuyer sur un bouton et d'avoir de la lumière, en tout cas de mon point de vue, non scientifique, c'était finalement les factures, c'est ce truc auquel on est confronté. C'est particulièrement douloureux quand même en ce moment, avec la crise énergétique, avec l'inflation. Et du coup, on s'intéressait à comment est-ce qu'on a cette approche un peu concrète autour de l'énergie et comment est-ce qu'on peut se réapproprier un truc qui est au socle du système capitaliste, qui paraît complètement au cœur, qui paraît assez intouchable. C'est très difficile, je trouve, de décapitaliser l'énergie ou d'en faire un commun. Nous, un peu comme l'atelier paysan finalement, on ne se revendique pas de la low-tech. Alors il se trouve que moi je suis une fan de Ivan Illich, donc forcément dans les textes, la plupart des gens, enfin les gens qui citent le plus Ivan Illich aujourd'hui, c'est quand même les partisans et les partisanes de la low-tech, donc forcément c'est un truc qui a attiré mon attention, la low-tech. On ne s'en revendique pas, pas parce qu'on n'aime pas la low-tech, c'est d'ailleurs on est là avec grand plaisir, mais plutôt parce que effectivement on s'est intéressé aux usages très concrets et une approche aussi politique. Du coup la low-tech est une sorte de réponse à laquelle on a bien parlé, mais on n'est pas forcément obligé de l'afficher. On s'intéresse même sur les moyens de production d'énergie à quels sont les outils énergétiques qui sont conviviaux au sens de Illich, donc qui sont appropriables, qui vont permettre une réappropriation plus facile et surtout qui vont augmenter du coup notre autonomie à la fois concrète et à la fois politique. Et donc par exemple on est des très grands fans à Énergie de Nantes des moulins, des petites centrales hydroélectriques. Les moulins, avant il y en avait il y a quelques siècles, c'était la base de l'artisanat, la base d'une toute micro-industrie, et il y avait, on estime qu'il y avait à peu près 80 000 moulins sur tout le territoire hexagonal, donc ça paraît absolument énorme, et à chaque fois c'est des petites unités de production qui ont un impact assez faible, il peut y avoir des débats, mais en tout cas pour nous assez faible sur l'écosystème dans lequel ils s'inscrivent. Même parfois, ils ajoutent quelque chose à l'écosystème, ils ont un rôle d'aération de l'eau, etc. On pourra revenir si vous voulez. Mais surtout, les moulins, c'est quelque chose d'appropriable. On peut comprendre les moulins et mettre la main à la pâte. Et donc, très concrètement, par exemple, Énergie de Nantes, prend soin actuellement d'un premier moulin qui est à 20 minutes de Nantes, à Gorges, près de Clisson, à 20 minutes de Nantes. Et donc avec ce moulin dont on prend soin chaque semaine, il y a des gens qui vont voir ce moulin, et donc c'est aussi un pas important pour nous en termes de réappropriation énergétique. Je trouve très puissant et je donne tout de suite la parole, c'est qu'Énergie de Nantes, tout de suite c'est non, on va poser un fournisseur d'énergie, et ça va être le premier de l'histoire à être associatif. Qui plus est qui s'inscrit dans une territorialité et qui revendique une mission de service public. Et le travail de déconstruction que vous avez mis en place, je dirais parce qu'il sublime un peu ce qu'on essaie de discuter autour de l'EDEC. Là, vous allez au niveau des infrastructures et des superstructures qui nous tiennent, entre guillemets, et sur lesquelles on a extrêmement peu de choix. Et vous ouvrez du coup des questions qu'on ne se pose pas d'habitude. Et pour avoir été contemporain des assemblées que vous avez organisées au moment où tout d'un coup l'énergie a commencé à augmenter de façon significative, vous êtes devenu un lieu de discussion populaire et critique de l'énergie comme on n'a pas en fait. Donc je pense que cette dimension fournisseur d'énergie, c'est bien un tout petit peu développer tout ce que ça implique comme galère, comme difficulté, comme discussion avec les autorités, et qu'on ait ça qui existe en France, je ne sais pas si c'est un miracle, mais c'est une opportunité stratégique. On s'est dit qu'une façon de se réapproprier l'énergie, ou en tout cas le système énergétique, c'était de toucher en son cœur, c'est-à-dire le fournisseur. À la fois parce que c'est concret, et à la fois parce qu'en fait, le fournisseur d'énergie
c'est l'élément central dans le système énergétique parce qu'il est en interaction avec tous les acteurs du système énergétique et en plus c'est une boîte noire. Personne ne sait, enfin personne. On ne sait pas très bien comment fonctionne un fournisseur d'énergie et on commence à élaborer les propositions et là c'est un habitant qui n'est pas ingénieur et qui même subit la précarité énergétique et qui disait mais en fait le problème c'est les fournisseurs, c'est les factures d'énergie, on n'y comprend rien, etc. Et en fait de ça il y a quelqu'un d'autre qui dit mais en fait on pourrait créer un fournisseur. Celui-là est ingénieur par contre. Mais on pourrait créer un fournisseur local, un fournisseur habitant, c'est-à-dire géré par ses usagers et ses usagères, et c'est là où on rentre aussi dans le commun. Et donc voilà, donc ça a été le point de départ. Et après, quand on a commencé à se renseigner sur des fournisseurs locaux, il y a quelques fournisseurs locaux, notamment des camarades basques ont créé un fournisseur coopératif qui s'appelle Energia et qui ne fournit que les Basques. Et en fait, qui nous ont expliqué comment fonctionnait le fournisseur. Et quand on a parlé avec des gens du système énergétique qui n'étaient pas fournisseurs mais qui étaient dans le système énergétique depuis des années et des années, en fait, ils se rendaient compte qu'ils ne connaissaient absolument rien au fonctionnement d'un fournisseur. Et donc ça a été c'est ce qu'on fait donc, depuis quelques années, de comprendre tous les mécanismes et d'essayer d'ouvrir cette boîte noire avec cette idée que si on l'ouvre et si on comprend bien ce système énergétique, on va aussi gagner en capacité à agir sur ce système énergétique au fur et à mesure. Donc voilà, donc on est en train de créer ce fournisseur. Ça fait un petit moment qu'on dit ça, parce qu'effectivement, il y a une petite difficulté qui n'est pas des moindres, puisqu'il faut un agrément de la part du ministère de la transition écologique. Donc il faut cet agrément et effectivement on a décidé de devenir fournisseur en plein milieu d'une crise énergétique majeure, donc ça pose des difficultés, il y a beaucoup de dialogues qui sont en train de se faire, mais on est plutôt optimiste et surtout on trouve aussi des plans B ou C qui font que d'ici la fin de ce semestre, nous serons, je pense, je peux le dire avec quasi-certitude, nous serons le premier fournisseur associatif et même habitant en France. Bravo. C'est fondamental de comprendre ce mode d'agir politique et qu'est-ce que ça veut dire tout d'un coup de dire qu'un groupe se dit ok, là on est confronté à la question qu'il faut se préoccuper de la production énergétique et comment on se met en action collective sur notre territoire et tout d'un coup on construit un savoir énergétique de notre territoire qui en fait n'est pas visible. Voilà. Et je pense que c'est intéressant de raconter ces moments-là, ces situations, et en fait qu'est-ce que ça fabrique de la part des gens qui s'impliquent dans ce moment-là. Il y a plusieurs groupes en fait de travail qui sont montés et il y en avait un premier dont l'objectif était d'aller chercher des moulins. Aller chercher des moulins et discuter avec les moulins, contractualiser, établir un contrat directement pour que ces moulins mettent à disposition leur énergie pour le fournisseur, ou alors acheter des moulins, ou même de préférence remettre des moulins en activité, parce qu'il y en a beaucoup qui sont complètement à l'arrêt, mais en fait il ne manque pas grand chose pour pouvoir le faire. Et donc c'est-à-dire qu'il y a 15-20 personnes qui, pour une bonne partie, ne connaissent pas grand-chose à l'énergie que ce que leur raconte EDN lors des grandes assemblées, lors des grands temps collectifs, et donc qui vont acquérir les savoirs liés à tout ça et chercher des moulins, les appeler, etc. Donc ça c'était en termes de réappropriation de savoir-faire assez concret pour mettre en commun des choses. Un élan assez incroyable. Et donc le premier moulin dont on a commencé à prendre soin et qu'on est en train d'acquérir, c'est le moulin d'Ambrevier que je mentionnais tout à l'heure, donc il y a une vingtaine de minutes de Nantes. Alors le bâtiment est énorme parce qu'en fait c'est une ancienne filature. Ça paraît très impressionnant, en fait ça ne produit pas non plus énormément. Ça produit 70 kWh.
je crois, donc c'est l'équivalent de 20 foyers. Et après, maintenant, on est en train de voir, donc il y a des gens qui s'intéressent à comment est-ce qu'on peut produire plus de ça. Donc là, on est aussi en train de voir, par exemple, de construire une roue à aube. Alors, j'arrive avec une roue à aube, c'est des immenses roues en bois hyper belles. Enfin, quand vous pensez à un moulin, en fait, souvent on a une roue à aube. Et donc, aussi d'aller chercher des savoir-faire artisanaux localement, peut-être avec la ZAD d'ailleurs, c'est une discussion, puisqu'il y a des menuisiers et menuisières à la ZAD, de voir comment est-ce que construire une roue à aube, et du coup il y aura un potentiel de 250 kWh. Voilà, et donc le truc très concret, oui, c'est que, donc vous voyez, là il y a le seuil, et puis en fait il y a une petite partie de la Sèvre, c'est la Sèvre nantaise, qui du coup est détournée et donc qui passe là dans cette grille, notamment pour que les poissons ne passent pas, et ensuite qui va dans la turbine et donc ça produit de l'électricité. Et là sur la photo de gauche, on voit donc Morgane qui est en train de dégriller, c'est-à-dire c'est donc une sorte de grand peigne, construit maison d'ailleurs, qui en fait va tirer les feuilles qui se retrouvent bloquées dans les grilles. Il y a 30 personnes qui se relaient et qui vont 3 fois par semaine au moulin pour aller dégriller. Ce truc de créer des communs énergétiques, c'est des pratiques aussi très concrètes, mais avec derrière toute une organisation aussi, des rôles particuliers. Donc il y a les dégrilleurs et les dégrilleuses, mais il y a aussi les moulinistes, c'est-à-dire les gens qui vont vraiment aller au fond de la compréhension du moulin et peut-être essayer de penser des améliorations, comment est-ce qu'on en prend soin, sur la durée. Et vous mettez en action tout un travail collectif. Et le mot travail n'est pas anodin, parce que ce que j'essaie d'introduire, c'est quoi le type d'organisation de rapport au travail que vous êtes en train de mettre en place. Et il y a un concept très structurant que vous incarnez, que vous êtes en train de réaliser, c'est la notion mutuelle des communs. Et je pense que derrière, ce que j'essaie de traduire, c'est que ce soin que vous accordez aux unités matérielles, cet engagement dans la réappropriation d'énergie, il y a un projet de société derrière. Je me suis beaucoup organisée sur les moulins, où il y a plein de trucs autour de la réappropriation de savoir technique. Mais derrière la réappropriation de l'énergie, il y a aussi des questions d'inégalité, d'iniquité. L'énergie, finalement, on produit énormément, peut-être même qu'on surproduit par rapport à ce qu'on devrait pour être dans les limites de la planète. Et malgré une énorme production ou une surproduction, en fait, on voit qu'il y a des inégalités croissantes. On parle de 12 millions de personnes en précarité énergétique, donc qui n'arrivent pas à payer leurs factures, ou qui arrêtent de se chauffer pour ne pas avoir à payer. Et donc pour nous aussi, ce chemin de la réappropriation de l'énergie, c'est d'attaquer aussi les problèmes de façon hyper concrète. Et donc on a mené une action dans un des quartiers populaires de Nantes où on savait, notamment parce que on a eu des informations dans des réunions, on savait qu'il y avait des habitantes et habitants qui rencontraient de gros problèmes de chauffage, parce qu'il y a des problèmes de rénovation des chaudières ou alors du réseau de chaleur, et des problèmes de chauffage qui entraînent après toute une série de problèmes. Et notamment là, c'était toute une barre d'immeubles de 120 logements où il y a eu des malfaçons dans toute la barre d'immeubles et donc d'énormes problèmes d'humidité. Humidité plus problème de chauffage, ça fait des moisissures délirantes. Ça, c'est un appartement non, mais vous voyez rien du tout en fait là. Mais du coup, il y a des énormes moisissures dans ces appartements-là. Et en fait, donc on s'inspire notamment de la méthode de community organizing qui peut faire l'Alliance citoyenne à Grenoble ou ALDA au Pays Basque, on aime bien les Basques, et qui est donc de partir de problèmes hyper concrets, de voir qu'il y a des habitantes et habitants qui rencontrent les mêmes problèmes, essayer de recréer des collectifs d'action pour obtenir des victoires hyper concrètes d'amélioration de leur milieu de vie, de leur logement, et aussi au fur et à mesure de monter en généralité ou en puissance
sur des sujets politiques. Et donc voilà, on a fait cette première bataille, et en fait assez vite, parce que les dirigeants sont absolument pas habitués à ce que des habitantes et habitants de quartiers populaires se mobilisent. Donc là, ça fait quand même 5 ans qu'ils exigent du bailleur, qu'ils disent qu'il y a des problèmes, et à chaque fois les gens y vont individuellement, etc. Parfois s'organisent même sur des pétitions. Et bon, donc là, on y va un petit peu plus franchement, on va chez eux plusieurs fois, on les embête, on appelle la presse, et du coup, voilà. Et ça, c'est aussi une voie de réappropriation des enjeux énergétiques et de recréer vraiment une puissance d'agir collective. La mission sociale que vous essayez d'incarner, de mettre en œuvre, et toute l'organisation de traite, est un endroit important fournisseur d'énergie. Je ne sais pas si c'est du jamais vu, mais ça nous informe de quelque chose sur comment l'énergie devient un levier effectivement de transformation sociale. Voilà. Je pense que c'est pas anodin. Et après, pour faire la boucle, ce qui me semble intéressant, c'est que tout ça, ça nous informe aussi d'un rapport à l'autonomie, en tout cas d'une volonté d'autonomie. Et il me semble que là, on a un lien qui se construit. Et ce que j'aimerais comprendre, Quentin, si tu l'acceptes, et on laisse souffler aussi un peu Margot, c'est comprendre comment ça nous rapproche. Qu'est-ce que c'est qu'une mobilisation entre guillemets générale d'acteurs et d'actrices qui se reconnaissent des LOTEC dans un mouvement comme celui qu'on vient de décrire à Nantes? Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu cernes dans les mouvements qui sont en train de se faire, la perspective politique, cette volonté d'autonomie, comment les acteurs LOTEC, plus ou moins, ils sont participants? Je pourrais l'aborder par plusieurs portes. La première que j'avais choisie, c'était que l'autonomie, en fait, c'est un mot qu'on utilise depuis le début, au déclame, pas tout le temps, et en même temps qu'on n'a jamais mis au centre de notre discours ou quoi. C'est un peu bizarre, c'est un peu marrant. Je repense par exemple à Corentin, pour ceux qui ont un peu suivi ses aventures, il a toujours cherché à être autonome, à vivre autonome sur une île déserte, sur son bateau, sur une plateforme. Voilà, c'est toujours la quête d'autonomie, la plus même parfois délirante, entre guillemets. Pour rien vous cacher, en ce moment même, il est dans le désert du Mexique et voilà, il s'est fabriqué ce qu'il appelle une biosphère low-tech pour tester l'autonomie dans le désert. Donc, voilà, on va jusqu'à très loin sur le concept d'autonomie, quoi. Ensuite, il y a eu un projet assez emblématique aussi au Lotte Club qui a traité plutôt de l'action de l'habitat, pour faire le lien. C'était une expérimentation sur l'habitat low-tech en France, pour le coup, à Concarneau. Ça a pris la forme d'une tiny house, une petite maison facile à fabriquer, c'était l'intérêt pour nous. Et on a intégré un peu la dizaine de systèmes low-tech qu'on avait documentés qui nous paraissaient intéressants pour répondre aux besoins énergétiques de chauffage, de cuisson, de gestion de l'eau, des déchets, etc. L'habitat occidental normal, quoi. Et voilà, et à nouveau, quelque part, cet habitat low-tech un peu expérimental, il était hors sol, juste pour favoriser l'espèce d'expérimentation d'autonomie. Donc il y avait à nouveau ce concept d'autonomie qui était un petit peu au cœur. Et voilà, et pour autant, on ne l'a jamais un peu mis en avant, et c'est quelque chose qu'on a découvert dans le cadre des enquêtes, c'est que beaucoup des acteurs qu'on a rencontrés, que ce soit le boulanger solaire dont je parlais tout à l'heure, l'atelier paysan, ou même, pour prendre un exemple aussi en lien avec le sujet, c'est un centre de formation qui est basé à Lorient, qui s'appelle ESEO, et qui s'est donné pour mission de former tout le monde à l'autonomie énergétique. Et pour eux, en fait, former un particulier, former un service technique d'une mairie ou d'une école, ou même un privé pour ses locaux, former à l'autonomie énergétique, c'est d'avoir un peu de théorie, ça veut dire quoi, c'est quoi l'énergie, etc. Puis ensuite, c'est former au savoir-faire qui permettent de produire et d'utiliser sa propre énergie. Évidemment, c'est jamais complet, c'est jamais complètement déconnecté du réseau, etc. Mais en tout cas, c'est gagner en autonomie, monter en autonomie, et ça veut dire en fait monter en connaissance et en savoir-faire. Et donc voilà, tous ces acteurs-là en fait avaient ce mot à la bouche en permanence, et on s'est rendu compte que, oui, ça paraissait évident, en fait, la démarche low-tech, de réapprendre à répondre par nous-mêmes à nos besoins, en les ayant un peu questionnés, en les ayant mis sur la table, c'est en fait une démarche de monter en autonomie. J'ai envie de dire, nous au début, il n'y avait que des ingénieurs, quoi. Et en fait, c'est presque des trucs qui se rencontrent aujourd'hui. Et effectivement, l'atelier paysan disait tout à l'heure, a été cité tout à l'heure en disant que finalement, cette question de la low-tech, c'est une façon de politiser la machine agricole. Nous, on en arrive, au fil de nos aventures, à se rendre compte que voilà, la quête d'autonomie, la réappropriation technique, c'est une façon de politiser la question de la technologie. Vous êtes parti de politiser la réappropriation et vous arrivez à la technique. Enfin, j'ai l'impression que le truc se croise au milieu, quoi. Et du coup, ça m'amène, moi, à me poser un peu des questions à ouvrir aussi sur ce que vous faites. C'est-à-dire que c'est Aurélien Berlin, qui est un auteur qui a fait pas mal de bruit ces dernières années sur un livre qui s'appelle Terre et Liberté, qui s'intéresse à notre définition de la liberté, notre perception de la liberté. Et donc il en distingue deux, grosso modo, une un peu libérale où on se libère de tout truc un peu chiant, on n'a plus rien à faire, on est tranquille, on est libre,
Et l'autre, c'est justement une liberté fondée sur l'autonomie, parce qu'on ne dépend entre guillemets de rien, en tout cas collectivement on choisit de qui on dépend, on est dans des rapports démocratiques de tendance symétrique. Et lui dit que finalement être plus autonome, enfin en tout cas chercher à gagner en autonomie, c'est chercher à gagner, alors je crois qu'il y a une image assez stylée qui est, je ne vais pas m'en rappeler, mais c'est il faut se rapproprier les savoir-faire, on en a beaucoup parlé, les besoins. Il dit vraiment en fait se rapproprier nos besoins, c'est une première étape vers une plus grande autonomie, parce que du coup, le premier truc qu'on ne décide pas aujourd'hui, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, enfin si c'est aussi clair pour tout le monde, mais c'est nos goûts. Nos besoins, entre guillemets, sont en permanence dictés, conditionnés, je sais pas comment dire, répétés en permanence à la télé et partout ailleurs. Et donc on a l'impression de désirer quelque chose, mais peut-être que la première action c'est de se rapproprier ça. S'approprier le besoin, s'approprier les savoir-faire, et la dernière étape pour lui c'est les ressources, les moyens de répondre. Donc là je pense que vous en donnez un très bon exemple avec l'énergie de Nantes, c'est une façon de approprier les moyens de production, exactement comme les paysans de l'atelier paysan se sont appropriés leur outil de travail, en fait, leur outil de production qui n'est pas énergétique mais alimentaire, que ce soit la terre sur laquelle ils produisent, son livre s'appelle Terre et Liberté, et qu'il y a des foncières aujourd'hui qui permettent de racheter des terres pour installer des paysans, etc. Je pense à Terre de Liens. Mais voilà, eux se approprient d'abord la terre, ensuite les outils avec lesquels ils travaillent, et à partir de là, ils décident ensemble, c'est assez intéressant comme exercice à faire. Beaucoup des paysans qu'on a rencontrés dans le cadre de notre enquête sur l'atelier paysan étaient en AMAP, donc en association de maintien pour l'agriculture paysanne, c'est-à-dire des mangeurs qui s'associent pour conventionner avec un producteur, un paysan, ou plusieurs, souvent d'ailleurs maintenant, voilà, un maraîcher, quelqu'un qui fait du céréales, quelqu'un qui fait parfois de la viande, etc., du lait, bref. Et en fait, on se met d'accord entre producteurs et mangeurs de qu'est-ce qu'on est capable de produire de façon dans des bonnes conditions de travail, avec les moyens qu'on a à disposition, ou comment est-ce qu'on peut s'équiper de nouveaux moyens, combien est-ce que ça coûte, entre guillemets, de produire comme ça. On se met d'accord sur tout ça, en fait. Ce pourquoi milite aujourd'hui l'atelier paysan, se rendant compte que c'est bien beau de, entre guillemets, permettre à tout un tas de paysans d'être plus autonomes, de produire pour des mangeurs qui sont en AMAP, etc. Mais en attendant, ça représente un gros pourcentage de la population et le reste de l'agroalimentaire se porte très bien. Le nombre de terres qui vont à l'agrandissement augmente chaque année. Et les paysans qui se suicident ou arrêtent et ne sont pas, dont les exploitations ne sont pas reprises, continuent d'augmenter. Donc il y a bien quelque chose qui bloque. L'alternative, un peu comme vous l'avez dit tout à l'heure en intro, Technologos, avec le Volotech, l'alternative ne suffit pas. Il faut repenser la structure, entre guillemets, qui permet d'en faire quelque chose de réel pour tout le monde. Et donc leur lutte aujourd'hui, leur combat, c'est pour une sécurité sociale de l'alimentation. Et je pense que c'est pas du tout anodin, parce que quelque part, c'est juste imaginer une AMAP à l'échelle nationale, en fait. C'est-à-dire ensemble, mangeurs, producteurs, transformateurs, distributeurs, etc. On se pose, on discute, on décide qui est-ce qu'on conventionne pour produire quoi, à quelle échelle, et qui va être à destination de qui, etc. Et on se met d'accord sur des prix. Une sécurité sociale de l'alimentation ne peut se penser qu'à l'échelle locale, enfin, en tout cas en priorité à l'échelle locale, c'est-à-dire à l'échelle d'une ville, d'un village, d'un quartier, selon un peu l'échelle, mais en gros une convention une assemblée de gens qui vont pouvoir se dire bon, sur le territoire, entre guillemets, voilà les terres qu'on a, voilà ce qu'on peut produire, voilà les paysans qui sont déjà installés, qu'est-ce qu'on peut installer comme autres paysans, tiens, nous, j'ai envie de dire à la cantine, qu'est-ce qu'on a envie de manger, c'est à cette échelle-là que ça se joue. L'atelier paysan, presque, je trouve, fait le lien entre tous ces producteurs, ou ces producteurs qui se rapproprient leur outil, qui le définissent par eux-mêmes, qui le fabriquent, qui l'adaptent à leur usage, qui du coup prennent soin de leur mission de travail, de leur façon de travailler. S'assure que c'est pas le bail, entre guillemets, mais qui le font aussi de façon collective. Donc tous les paysans qu'on a rencontrés invitent leurs amapiens et leurs amapiennes à participer aux récoltes, donc c'est une façon pour chacun, en tant que mangeur même, de prendre part un petit peu à l'activité dont on dépend. C'est un quadricycle qui est beaucoup inspiré de mécanique vélo, et ça va permettre derrière, par exemple, à fabriquer un lit de travail. Donc en maraîchage, on a de plus en plus besoin de métiers de travail pour récolter, pour désherber dans une position allongée au-dessus du sol. Un autre exemple rapide, c'est cette machine-là. Il y a la réappropriation collective de moyens de production qui sont évidemment pas des petites machines comme ça, mais des un peu plus grosses machines, mais quand même qui sont accessibles et que vous apprenez à les utiliser, etc. Et entre les deux, j'ai cru comprendre quand même que vous vous intéressiez, ce qui était
presque le cheval de Troie des EO dont je parlais, c'est-à-dire comment est-ce que aussi on reproduit très localement avec les petits systèmes qu'on apprend à utiliser, comment est-ce qu'on se pose la question de nos besoins énergétiques, et comment est-ce que finalement cette autonomie, elle est pertinente un peu à toutes les échelles, j'ai envie de dire, et je pense même qu'on pourrait être amené à chacun et chacune nous se poser la question, comment est-ce que moi, personnellement, individuellement, je peux regagner en autonomie, comment est-ce que collectivement, mon immeuble, mon îlot de, comment dire, mon groupement de maisons dans une ville, on peut être un peu plus autonome, et il y a de plus en plus de gens qui mutualisent ce genre d'outils à cette échelle-là. Et puis ensuite, comment est-ce que collectivement, à l'échelle d'un quartier, on peut décider ensemble, et là du coup c'est le sujet démocratique en fait, autonomie pour moi va beaucoup avec j'ai le droit, ou je prends part non seulement à la production, à l'entretien, mais aussi au choix et à la délibération. Du coup après, une fois passé l'échelle du quartier, à l'échelle peut-être de la ville de Nantes ou du territoire qui va autour, etc. Est-ce que tu peux me donner des petits ordres de grandeur, c'est-à-dire si on prend un tout petit peu l'atelier paysan, tu montes une machine, des machines comme ça, il y en a combien qui ont été auto-fabriquées par exemple depuis que l'atelier paysan existe? Combien de paysans et paysannes aujourd'hui font mouvement? Nous donner des ordres de grandeur de cette transformation qu'il y a là. Je pense que c'est pas intuitif. Est-ce qu'on est sur un prototype ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui commence petit à petit à faire référentiel? Alors, merci pour la question. Alors nous, on a essayé de documenter ça un peu finement. On a estimé, en discutant avec eux, c'est à peu près ça, qu'ils ont formé au minimum 2000 paysans aujourd'hui, ce qui est pas énorme. Hein. Il faut savoir qu'il y a plus beaucoup de paysans en France, mais il y en a encore, il y a beaucoup d'agriculteurs en France, mais il y en a encore quand même quelques centaines de milliers. Donc on est à une petite échelle. Là, mine de rien, pour vous donner aussi cette image, là c'est sur un salon agricole. Donc bon, je ne vais pas vous mettre la photo de ce qu'il y avait à côté, mais je vous laissez imaginer des machines qui font peut-être 50 fois la taille de celle-là et qui permettent de faire un peu la même chose, mais dans une échelle, quoi. Et donc ils ont une présence. En fait, aujourd'hui, l'atelier paysan, c'est vraiment ce constat-là qu'ils ont fait. Je ne pense pas, entre guillemets, dévoiler leur parole en disant ça. C'est qu'ils ont, et ça a été très précieux, pu construire ces 10 dernières années. Ils ont pu renforcer avec leur rôle de technicien. Il faut bien dire qu'à la base, c'est des paysans et des ingénieurs en fait, qui se retrouvent à se dire tiens, moi ingénieur, j'ai participé à exproprier tout un tas de travailleurs de leur savoir-faire, à mettre ça dans des boîtes noires, des brevets, etc. et à favoriser, dans le monde d'aujourd'hui en tout cas, parce qu'il y a des ingénieurs agronomes d'il y a 3-4 siècles, et c'est pas ça, mais en tout cas aujourd'hui ça sert à ça. Enfin, ça a beaucoup servi à ça. Je trouve du sens plutôt à aider les paysans à autoconstruire leurs machines, à concevoir, etc. Donc ça a été vraiment une espèce de rencontre un peu comme ça aussi. Et par ce rôle qu'ils ont trouvé au sein de l'écosystème paysan, qui est un écosystème très riche encore, très dynamique, très dense, très solidaire aussi, parce que l'agriculture paysanne, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais c'est un modèle en tant que tel, très différent des autres. Par exemple, il y a le label, il y a une charte de principes politiques. Je trouve déjà intéressant. Et donc, parmi les principes, il y a des choses aussi diverses que faire avec le vivant plutôt que contre le vivant, ou partager le travail plutôt que se battre pour le marché. Voilà. Et être plus autonome sur les fermes. C'est un des principes de la charte de l'agriculture paysanne. Et donc, cet atelier paysan a trouvé sa place à cet endroit-là, en ayant ce rôle sur l'outil technique, la machine agricole, c'est ce qu'ils vous dit, enfin, c'est ce qu'ils répètent. Mais au bout de 10 ans, un peu comme nous quelque part, on va dire, en tout cas, on s'est rendu compte que techniquement, ils avaient fait le tour, qu'ils avaient permis à plein de gens de s'autonomiser, en tout cas les gens qui étaient venus les voir. Il faut imaginer que chaque hiver, il y a 60-70 formations qui sont organisées dans plein de fermes partout en France pour permettre à une dizaine de paysans de venir fabriquer leur outil, de venir monter en compétences tout simplement, du travail de métal ou d'autres, la réparation d'un moteur, l'entretien d'un moteur de tracteur, etc. Et donc ils organisent ces formations. Aujourd'hui, ils ont fait le bilan et justement ils se sont dit bon, c'était inoffensif. Je trouve que le terme est suffisamment fort pour laisser un petit silence. Nous, ça nous paraît être emblématique, modèle, etc., inspirant, mais c'est inoffensif. Pourquoi c'est inoffensif? Parce que justement, comme on le disait, presque ils disent on n'a peut-être même pas été utile parce que les gens qui vraiment ne supportaient pas ce système ont pu trouver une voie de sortie avec nous à s'autonomiser et à fonctionner différemment. À la place, ils auraient peut-être cassé les machines, si je caricature, mais... Donc voilà, ils se sont dit à quoi est-ce qu'on a servi, quoi. Et en fait, ils se sont dit bon, c'est pas si grave, entre guillemets, maintenant on a quelque chose de solide sur lequel on peut s'appuyer, qui a fait ses preuves à une certaine échelle. Comment est-ce qu'on l'institutionnalise, pour peut-être parler avec des mots comme ça,
Mais comment est-ce qu'on le passe entre guillemets à l'échelle? Alors, évidemment pas en industrialisant ça. Et donc ils ont posé, il y a 2 ans maintenant, un manifeste. Ils ont pris un an à l'écrire ensemble, à nouveau on vient de manifeste. Et dans ce manifeste, donc, ils posent des constats sur à quel point le machinisme agricole a en fait détruit en partie le travail agricole, la paysannerie en premier lieu. Ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, que la technologie agricole, vers quoi ça va, quels sont les modèles qu'on nous réserve. Et ensuite, du coup, face à ça, les alternatives qu'ils ont nourries, avec des modèles comme ça, mais comment les passer à l'échelle. Et alors, 3 propositions, elles sont intéressantes en chacune, je pense. Un, c'est de l'éducation populaire, partout, dans les campagnes, dans les milieux ruraux, dans les écoles, enfin, je veux dire, comment est-ce qu'ensemble, on peut faire exactement ce que vous avez fait, je pense, au départ, c'est-à-dire comprendre, se questionner sur qu'est-ce qui se cache derrière ce que je mange, qu'est-ce que ça veut dire qu'être agriculteur aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire qu'un agriculteur se suicide, comprendre ce qui se cache derrière pour pouvoir agir, pouvoir choisir en connaissance de cause. Ça prend la forme d'ateliers, de journées d'éducation populaire, de formation politique à l'époque, ils appelaient ça, une journée ou 2 journées, et à la fin, collectivement, on est parti de nos expériences respectives, de mangeurs, de producteurs, etc. Et on en est arrivé à constituer quelque chose, une action, un collectif, une prochaine étape, c'est-à-dire que vraiment on passe de la réappropriation de ce qui se passe à comment est-ce qu'on le transforme. Ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, il est assez simple, c'est qu'il faut installer 1 million de paysans, rapidement. Donc, sachant qu'il n'y a pas 1 million de paysans aujourd'hui installés. Rapidement, ça veut dire quoi? C'est dans les années à venir, quoi. Si on veut être réaliste, il faut, dans les années à venir, on installe 1 million de paysans. Mais si on, c'est quoi? C'est 25 ans? Ah non, plutôt 10. Ouais, même pas. Je pense que, en fait, ça paraît complètement pas possible. Moi, je crois qu'il y a un peu plus d'1 million d'ingénieurs, non, pas 1 million d'ingénieurs, je crois qu'il y a un peu plus de 500 000 ingénieurs qui sont formés chaque année. Bon, bah, j'ai la moitié qui deviennent paysans, ça va très vite, en fait. Il faut imaginer qu'il y a quand même là je dis pas que c'est si simple, mais ce que je veux dire, c'est qu'on forme peut-être beaucoup trop d'ingénieurs et pas assez de paysans. Donc, installer 1 million de paysans, ça les amène à repenser les formations qu'ils font. Du coup, ils proposent aujourd'hui des formations à l'installation en autonomie paysanne, et non plus seulement des formations pour les paysans qui existent déjà, enfin qui sont déjà installés, je veux dire. Et le dernier pilier, c'est celui dont j'ai parlé déjà, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. Et ce projet-là est un projet de groupe politique qui mène en tissant beaucoup d'alliances. Vous pouvez imaginer que ils n'ont pas sorti de leur chapeau, entre guillemets. Il y a plein d'organisations du monde paysan, du monde rural, de développement rural, on appelle ça, mais aussi des courants politiques. Donc maintenant, c'est comment est-ce qu'on se donne les moyens. Je trouve que c'est toujours un peu les mêmes outils, c'est d'expérimenter. Là, j'ai entendu, je crois que c'est ce mois-ci ou le mois dernier, qu'à Montpellier, il y a une première expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation, avec des caisses, avec des cotisations, avec des conventions, etc., auprès des producteurs, avec des parlements. C'était le parlement des technologies paysannes. Je pense qu'on pourrait faire des parlements de la production low-tech d'énergie ou des choses comme ça. Là, ils font ça à l'échelle de Montpellier pour l'alimentation. C'est qu'à partir du moment où ce modèle de sécurité sociale est pertinent, jugé pertinent et expérimenté à de plus grande échelle, mais il va falloir pouvoir installer des gens pour traiter avec les producteurs. C'est pas, en tout cas, je pense que le modèle qui est soutenu, c'est pas le modèle de l'agriculture industrielle, mécaniciste, etc. Donc ça va être un appel d'air pour ça. Donc ces paysans qui sont aussi formateurs interviennent dans les lycées agricoles et ils me disaient de plus en plus, ils sont de plus en plus invités à intervenir dans les lycées agricoles, quelque chose qu'on observe nous aussi sur les formations autour de la tech, etc. Mais dans les lycées agricoles, ils me disaient il y a 1 personne sur 2 dans ceux dans lesquels ils interviennent, c'est quand même peut-être des BPRA un peu particuliers, des brevets particuliers, mais 1 personne sur 2 n'est pas là pour soit reprendre la ferme de papa-maman et le modèle de papa-maman, soit devenir agro-businesseur en investissant dans je sais pas combien de milliers, une centaine d'hectares, mais plutôt pour se réinstaller, pour faire ça à petite échelle, fonctionner avec un marché local, avec une AMAP, etc. Donc voilà, ça en dit long sur quand même une espèce de mouvement, je pense, de fond, au moins parmi un certain nombre de jeunes qui se posent des questions sur quel rôle avoir, à quoi on peut me servir cette formation, ces études que j'ai faites. Il y en a quand même beaucoup qui reviennent vers ces métiers-là. Et alors, on pourrait très bien décliner, parce qu'on parle peut-être moins souvent d'agriculture que ça, que l'atelier paysan ou déclave, mais on pourrait très bien dire qu'il faut installer 1 million de centres de formation à l'autonomie énergétique d'artisans capables d'accompagner les particuliers à autoconstruire, à installer, à utiliser leur système énergétique et reprendre en fait leurs recommandations, une sécurité sociale de l'énergie
pourquoi pas. Qu'est-ce que ça décrit en termes de dynamique politique? Ça, c'est quelque chose qu'on réfléchit depuis tout le début avec Nantes en commun. Et même si il y a Nantes dans le nom, je crois que vous êtes sur un moment qui est fédéraliste, pour ainsi dire, en termes de pensée politique. Je pense que ce serait intéressant de donner aussi ton regard sur ces questions de changement d'échelle et qu'est-ce que ça décrit de ce qui est en train de se faire. J'aime beaucoup le mot inoffensif, effectivement, parce que on se pose toujours la question, je trouve, quand on essaye de faire des trucs concrets, quoi, mais dans une démarche politique, comment ne pas tomber dans l'oasis, ou enfin, voilà, le fait de faire sa petite alternative, le colibri, le fait de faire sa petite alternative de son côté, même si c'est hyper sympathique, mais comment est-ce qu'on est quand même en confrontation en fait, avec le système et d'ailleurs, un petit détour sur nous, ce qu'on entend par autonomie, c'est très différent de l'indépendance en fait. Et même cette autonomie, pour nous, elle est éminemment collective et elle repose sur la reconnaissance d'une interdépendance entre les personnes qui ne sont plus des individus un peu posés là et séparés les uns des autres, mais c'est une autonomie collective qui repose sur cette interdépendance. On assume le fait que, en tout cas moi c'est mon logiciel, que l'autonomie individuelle est très compliquée à obtenir et en fait même n'est pas forcément souhaitable. L'autonomie collective, de pratique collective, de mise en commun qui peut être véritablement subversive. Et donc cette autonomie politique, et pour faire le lien avec ce que tu disais sur Aurélien Berlin, qui dit que cette autonomie politique, il faut la construire en repartant construire une autonomie matérielle, et donc effectivement se réapproprier des moyens de subsistance, même si au départ, ça va être minime par rapport au système capitaliste, mais qui quand même essayer de choisir des moyens de subsistance ou des façons de le faire qui vient aussi frotter avec le système actuel. Quand on discute avec les collectivités territoriales locales, quand on discute avec le syndicat de l'énergie du département, ou tous les autres acteurs qui sont sur la production, quelque part le fait de poser un modèle tel qu'on essaye de le poser, ça vient aussi déplacer les hypothèses qui sont faites et éventuellement des pratiques. Mais du coup, sur ce modèle vers lequel on essaie de tendre, nous, on dit qu'on veut créer un service public local de l'énergie. On parle de service public local de l'énergie. En ce moment, le service public, donc on voit un détricotement des services publics du coup, qui nous atteignent de façon qui nous précarisent encore plus chaque année. Et donc l'idée n'est pas de dire nous on veut faire un truc privé et profiter de la libéralisation du marché de l'énergie pour faire un fournisseur contre un service, contre les services publics. Bon, il se trouve qu'on est dans un contexte où il n'y a plus de service public de l'énergie. On commence à réentendre parler de renationalisation d'EDF, GDF. Ils ont dit qu'ils rachetaient toutes les parts en fait, sociales, toutes les actions d'EDF, et donc c'était un peu une renationalisation, mais en fait on voit bien qu'on est très très loin de ça. Mais en tout cas, par rapport à ce débat sur avoir un service public national de l'énergie, nous on dit oui, parce que c'est une socialisation des moyens de production, parce que ça permet peut-être, ou en tout cas on peut tendre vers un accès à l'énergie pour toutes et tous. Si on va vers un service public national de l'énergie, pour nous il faut le construire de façon complètement différente que ce qui a été construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a fait des choix très structurants, on a fait le choix du nucléaire, on a fait le choix d'avoir nos propres raffineries, etc. Donc en fait, des moyens hyper concentrés de production d'énergie parce qu'on est dans un paradigme où, l'évidence, en tout cas pour les dirigeants de l'époque, c'est il faut de la croissance, il faut reconstruire le pays et il faut le reconstruire très vite. Donc on veut utiliser l'État et la puissance publique étatique pour pouvoir le faire et donc construire des infrastructures lourdes qui coûtent hyper cher et avoir aussi toute la technocratie qui va avec et qui pour nous, après,
comme son nom l'indique, une dépossession des choix politiques populaires autour de ces enjeux-là. Pour nous, aujourd'hui, le paradigme est complètement différent. L'idée, c'est pas de, en tout cas de notre point de vue plutôt écologiste, c'est pas de continuer sur une croissance à tout prix, non, c'est plutôt de réduire nos besoins en termes d'énergie, donc repenser ces besoins-là et aller vers aussi des moyens de production d'énergie qui sont beaucoup plus décentralisés et qui permettent aussi une réappropriation de l'énergie, une décision beaucoup plus localisée, locale et adaptée par rapport aux situations géographiques propres à chaque territoire. Donc nous, on pense qu'il faut faire la démarche exactement inverse que ce qui a pu se faire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et aller vers des services publics locaux et avec l'idéologie des services publics qui était initiale des services publics. Les services publics, c'était pas censé être un truc où, en fait, on était, nous, en tant qu'usagers et usagères, complètement passifs et dépossédés des choix politiques qui avaient trait à l'énergie ou à d'autres choses, mais donc des services publics locaux qui sont gérés comme des communs, donc dans lesquels les usagères et usagers, et les différents types aussi d'usagères et usagers, peuvent avoir une voix au chapitre et, plus que ça, faire partie de la délibération. Et donc, dans un service public local de l'énergie, à la fois, on se pose la question des besoins, de comment est-ce qu'on y répond, de quelle façon, donc avec quel type de moyens de production d'énergie, et on s'intéresse aussi à toutes les problématiques d'inéquité énergétique, donc de précarité ou de pauvreté énergétique. En tout cas, pour nous, c'est la proposition de modèle qu'on fait, et on a choisi, c'est pour ça qu'on dit qu'on construit un service public local de l'énergie, ce qui peut paraître un peu bizarre, puisqu'en fait, on met une association, alors on a choisi la forme associative parce qu'il n'y a pas de propriété des moyens de production qui sont attachés à cette structure, il n'y a pas de propriété en fait. Dans l'association, c'est les membres qui décident, ils ne mettent pas d'argent comme dans une coopérative, etc. Donc pour nous, on se rapproche de ce qu'est un commun à travers ça. Une question par rapport à ce que tu viens de dire sur le fait que, bien entendu, on comprend très très bien ce désir même de faire un service public de l'énergie, et donc tu dis et ça fonctionne comme un commun, etc. Ce qu'on entend bien. Mais par contre, si on reprend les choses autrement, c'est-à-dire en se disant, bon, l'énergie est un bien commun public, c'est-à-dire un bien commun essentiel à la vie. Bon, est-ce que là, en prenant les choses de cette manière, est-ce qu'on peut considérer qu'on a affaire du coup à un paradigme conceptuel qui permet justement de faire avancer des choses, peut-être justement de donner un statut juridique, comme on parle de donner un statut juridique au milieu de vie, tu vois, actuellement, et donc aussi un statut juridique à des initiatives qui s'attaquent justement à la question de l'énergie comme essentielle à la vie, et donc comme bien commun essentiel à la vie. Donner un statut juridique à l'énergie, je pense, et ça rejoint pour moi tous les combats sur l'eau qu'il y a pu avoir, et du coup je vois très bien en fait l'intérêt de prôner ça, de faire en sorte de considérer que l'énergie et de l'inscrire, que l'énergie soit considérée comme un bien commun. Par contre, en termes de mode d'action, c'est très différent. C'est-à-dire que nous, on n'a pas choisi cette bataille-là parce qu'on ne se sentait pas... je sais pas, parce que déjà ça ne nous est pas forcément venu à l'idée. Parce que derrière, pour moi, dans ma tête en tout cas, de dire on doit faire en sorte que l'énergie soit reconnue comme un bien commun, ça veut dire toute une action de plaidoyer, une action politique, législative, etc. Et je pense que c'est pas forcément ce qu'on allait... c'est pas forcément ce à quoi on voulait s'attaquer, en tout cas on veut s'attaquer. Mais par contre, en fait... Il y a différentes échelles. Oui, bien sûr. Je dis dans l'absolu. Mais oui, je comprends bien. Mais
Mais juste comme peut-être élément de réflexion sur ce que m'inspire cette question-là, c'est aussi que je pense qu'on peut parler de commun pour l'ensemble un peu des pratiques sur comment est-ce qu'on gère une ressource ou un objet ensemble. Et par exemple, et même autour des systèmes de l'eau qu'on peut considérer comme un bien commun, par exemple, dans Eleanor Ostrom, dans les études qu'elle fait sur les communs, elle est allée voir, par exemple, elle a étudié tout le système de gestion de l'eau à Valence en Espagne, par exemple, et finalement, ce qui est considéré comme le commun n'est pas tant l'eau en tant que telle, mais c'est le système qui garantit le fait qu'on ait toutes et tous accès à l'eau. Et donc c'est bien le système, donc toutes les règles qu'on se donne, le fonctionnement, etc., qu'on considère vraiment comme commun. En tout cas, c'est la définition qu'elle propose. Et même si je ne suis pas entièrement d'accord avec Eleanor Ostrom, je pense que nous, on se rapproche plus de cette conception-là par quelle pratique est-ce qu'on met en commun quelque chose. Pour revenir au parallèle qu'on a fait un peu en Valence avec la paysannerie, il y a une charte, une déclaration des droits des paysans qui a été produite en 2018 par l'ONU, une sous-machine de l'ONU, suite à beaucoup de travail de la Via Campesina, donc le réseau international, la fédération internationale des syndicats de paysans, de paysans, ouais, voilà, merci. Et dans cette déclaration des droits internationaux des paysans, il y a le droit d'accéder aux ressources communes pour produire. Et ça nous renvoie, du coup c'est quelque chose qui effectivement est très finalement à interpréter dans chaque cas. Très localement ça va être de la terre, de l'eau, une rivière très spécifique, etc. Et au moyen de tirer les fruits, on va dire, de ce commun. Donc de la travailler, etc. Mais voilà, c'est quand même une déclaration internationale, donc comme si ça devait être le cas partout. Ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que ça nous renvoie à une autre définition de commun, une autre histoire, c'est les communaux qu'il peut y avoir jusqu'au Moyen-Âge, en France par exemple, et où effectivement il y avait un certain nombre de biens ou de terres, ou de rivières, de forêts, etc., qui étaient non pas sous la propriété du seigneur, mais considérés comme des communaux auxquels les uns et les autres on avait accès. Et évidemment, si on ne donne pas des règles, entre guillemets, on est tous dépendants, on peut en pâtir. La tragédie des communs, elle repose sur le fait que quand il y a des espaces communs, ça veut dire qu'ils appartiennent à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde peut en profiter. L'argument, c'est de dire que si quelqu'un a un cochon, mais qui n'a pas de terre, il ne va pas pouvoir aller amener son cochon sur cette terre-là qui est commune. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un partage. Et puis, en fait, l'argument de Harding, c'est de dire que, oui, mais si jamais il y a des espaces qui sont en commun, le plus gros va plus en profiter, et donc, en fait, le plus petit ne va plus pouvoir en profiter. Et donc, ça favorise le plus gros. Donc, sa solution, c'est de tout privatiser. Je ne peux pas le défendre, mais... et en fait, il y a eu un autre article de Allen et Heisenberg, pas le physicien de Heisenberg, qui ont expliqué que si jamais on généralisait ça au brevet, par exemple, en privatisant, ça veut dire que pour la médecine, on n'avait plus accès aux soins. Et donc l'argument de Harding était en fait faux un peu de l'intérieur. Il y a d'autres arguments, il y a plein de gens qui auront d'autres arguments, mais ça me semble être quelque chose qu'on peut entendre. Il faut y répondre, mais on peut l'entendre. Moi, je suis assez mal à l'aise avec l'idée d'un statut de l'énergie comme d'un bien commun, ou de la nourriture comme d'un bien commun. C'est peut-être pas bon lieu, tant pis. À mon avis, on est là pour discuter. Ce qui m'embêterait beaucoup, ce serait, et ça a été présent dans vos deux exposés, que finalement, on veuille résoudre des problèmes et pas questionner la consommation. Moi, mon point de vue, là, c'est un point de vue décroissant. Tant qu'on n'envisagera pas de l'éducation populaire, mais en tout cas, il va falloir expliquer aux gens que 22 degrés, c'est long, quoi. Et si jamais tu veux, c'est soit tu payes cher, très cher, peut-être, moi ça ne me pose pas de problème moral, mais en fait c'est pas possible, il va falloir expliquer aux gens. Je dis pas couper tout, mais expliquer. Donc moi je me méfierais de chercher encore une fois des solutions à l'ingénieur, alors que je pense que c'est le problème qu'il faut changer. J'observais dans les éléments que vous nous rapportiez sur votre association qui se réapproprie l'énergie, que voilà, à l'instant T, on avait un dégrilleur manuel
qui nécessitait 30 personnes qui se relayent pour alimenter 20 foyers, et que donc on envisageait de passer à un dégrilleur automatique, mais qui du coup utilise de l'énergie, qui n'est pas low-tech, faire une roue à aube, mais alors du coup ça posait la question, ok, donc là on propose de faire une roue à aube, mais est-ce que finalement, pour pas devoir construire encore autre chose, et donc dégrader des milieux de vie et ainsi de suite, ce sera même pertinent d'utiliser une turbine qui va transformer une plus grande partie de l'énergie qui est disponible sur ce filon-là. Et donc, en fait, dès qu'on se pose la question de l'échelle et qu'on n'est pas dans la pureté de l'idée, ça demande de faire des compromis. Et donc, comment est-ce qu'on ne se perd pas en route? C'est à nouveau une espèce de pensée très rationnelle, très un peu là c'est cohérent, là c'est pas cohérent, là c'est pertinent, là c'est pas pertinent, là ça optimise, là ça optimise pas, là on rajoute du système, là on voulait pas, quelque chose de très presque binaire un peu. Et alors que, comme tu l'as très bien dit, hein, je pense que finalement la question c'est en connaissance de cause et en ayant pu délibérer collectivement sur voilà, le nécessaire, le suffisant, le possible, je sais pas comment dire, l'impact que ça a, je sais pas, l'impact en tous les sens, les externalités que ça peut avoir, etc. Et ben, qu'est-ce qu'on fait comme compromis? Et je pense que la démocratie, c'est un peu le sujet. Qu'est-ce qu'on trouve comme compromis? Ça demande plein de choses, et c'est très exigeant en fait si on regarde bien, parce que prendre une décision collective en connaissance de cause, ça demande d'avoir pris du temps pour s'intéresser à cette question. Je pense que vous en avez fait la démonstration, en tout cas il faut en faire cette démonstration de à quel point est-ce que c'est long et fastidieux un petit peu, d'aller creuser, comprendre, discuter, informer, etc. Et ça je pense que c'est un peu le volet éducation populaire dont on parle les uns les autres depuis un moment. Et ensuite, c'est aussi retrouver une culture du conflit, j'ai envie de dire, en tout cas le débat. Je crois que l'étymologie de débattre, c'est éviter de se battre. Que ce serait se tromper entre guillemets de combat que de s'attarder sur des espèces de choses qu'on peut juger complètement hors contexte et de se dire tiens, mais que c'est un espèce de garde-fou à avoir, une culture à avoir, à reconstruire peut-être. Et évidemment, alors c'est un truc que je peux dire sur le passage à l'échelle, ça fait peur de se dire que ça va prendre du temps, entre guillemets, de passer à l'échelle. Mais il y a un petit truc que j'aime bien sortir à chaque fois, c'est là effectivement on est sous le régime de l'urgence. Vous voyez, l'urgence de tout, l'état d'urgence climatique, l'urgence de la crise, etc. Et en fait, sous couvert d'urgence, on se pose pas plus de questions que ça, justement, on prend pas le temps de remonter peut-être un peu aux causes. Et quelque part, chaque fois qu'on ne se pose pas plus de questions que ça, on répète des erreurs du passé. Et donc en fait, on perd énormément de temps. Enfin, si on regarde, depuis la crise énergétique des années 70 qui nous a donné le nucléaire, qui nous a fait réagir comme ça, c'est bien une crise, il fallait répondre rapidement. Et là, quand on regarde la loi de transition énergétique qui est passée, rapidement on va passer à du photovoltaïque partout, de l'éolien offshore massif partout, sans prendre le temps de tous les sujets dont on a parlé là ce soir. Et du coup, je pense qu'en fait, si, c'est le fameux truc de l'an 01, le film, si on s'arrête, on réfléchit et c'est pas triste, je pense qu'on aura gagné en fait 10 ans in fine, quoi, plutôt que d'en perdre. On n'est pas en train de créer un truc, on peut déjà dire c'est un commun parfait anticapitaliste qui déjà pose un autre truc dans notre monde. Non, en fait, plus un truc est capitaliste et plus c'est difficile de le transformer en commun. Et du coup, le commun, on le voit plus comme un mouvement, quoi. C'est-à-dire c'est un truc qui est toujours à venir et je ne sais pas ce qu'on verra et ce qu'on vivra. Sur cette réflexion du passage à l'échelle, moi j'ai l'impression que parfois il y a des transitions ou des transformations, des passages à l'échelle qui se font hyper vite, parfois pour le meilleur, très souvent pour le pire, mais qui s'appuient en tout cas sur des bases concrètes, des communautés de gens qui ont des pratiques sur certains trucs, qui posent des trucs dans l'espace public, et peut-être qu'au début ça commence par des oasis ou des communautés autonomes, mais au fur et à mesure il y a des choses qui viennent de plus en plus en confrontation avec le système, et en tout cas les changements de paradigme ne se font pas, ça ne vient pas de nulle part, ça s'appuie sur des bases. Et
je pense que c'est ça qu'on essaye de contribuer à qu'on contribue à faire, en tout cas déjà à Nantes, avec l'idée aussi qu'à mon avis, il faut qu'on le fasse un peu partout, c'est de créer des bases qui posent un modèle, qui posent des éléments matériels qui présupposent ce modèle-là, quoi. Derrière le fait d'avoir un moulin qui produit un peu, c'est pas énorme, mais aussi parce qu'on a des besoins beaucoup trop importants, donc ça permet aussi de réinterroger ça derrière, quand on voit la matérialité, l'effort que c'est, alors surtout quand on parle d'électricité, parce que c'est quand même une énergie compliquée à produire, du coup ça permet aussi de se rendre compte de tout ça, quand les gens ils vont dégriller, mais pas d'inquiétude, hein, ils iront toujours au moulin pour plein de trucs, parce qu'il y aura plein d'autres problèmes, parce qu'en fait il y a toujours plein de problèmes. Enfin, on a ouvert un café par ailleurs, on a un champ, et en fait qu'on cultive en commun, et en fait tous les problèmes que pose la matérialité des communs, c'est énorme et colossal. Donc même si on résout le problème des feuilles à dégriller, il y en aura plein d'autres. Le fait de ce moulin et d'apprendre à en prendre soin collectivement, il y a aussi une démarche plus large, c'est-à-dire qu'il y a ce lieu énorme de la filature qu'on va, au fur et à mesure, on commence à occuper, à faire des réunions, peut-être qu'on va faire des réunions de plus en plus grosses, des événements, donc on remet aussi de la convivialité dans un endroit qui est rural, semi-rural, enfin, on est quasiment dans du périurbain. On est en train aussi de voir s'il n'y a pas des terrains qu'on pourrait cultiver, qui ne sont pas cultivés autour. Donc en fait, c'est aussi recréer des communautés, la vie, et donc élargir aussi ce qu'on met en commun au fur et à mesure. Donc sur l'aspect low-tech, alors petit point sur les origines du low-tech lab, et notamment le Bangladesh, Corentin, etc. C'est intéressant en fait de voir l'affiliation, dans le sens où, de ma compréhension et de ce que j'en vois, Corentin a beaucoup aussi une entrée autarcique, beaucoup plus que d'autonomie, premièrement, très centrée sur l'individu. Et par ailleurs, je me questionne beaucoup en fait sur effectivement l'origine du Bangladesh. Simplement, c'est pas les mêmes cosmologies, quoi. Donc il y a dans le sens où on fait pas la low-tech là-bas pour faire de la low-tech, en fait, c'est constitutif des modes de faire. Donc dans quelle mesure est-ce que, je me pose la question, dans quelle mesure est-ce que, je vais être caricatural, il n'y a pas du colonialisme culturel en fait derrière aussi à travers ça. Je suis caricatural, ce qui renvoie aussi à la sémantique. Hein. Low-tech, convivialité, enfin low-tech ça vient en opposition dans un champ sémantique à high-tech, alors que convivialité, on voit bien que, enfin, notamment, voilà, c'est passe-partout, entre guillemets, en tout cas c'est du système, donc je questionne aussi le mot low-tech, c'est intéressant, dans le champ sémantique en fait, tel qu'il est construit. Et très rapidement sur le volet énergie, donc il y aurait pas mal de choses à dire, avec plaisir pour discuter l'histoire de l'énergie, EDF, avant, après, etc. Moi j'ai beaucoup de mal à penser le avant et le avant 1946, le 1946, simplement parce que c'est hyper compliqué de se mettre dans la tête. Je pense que ce qui obsède Corentin depuis le début, c'est changer la culture. En fait, non pas, je sais pas, on va inventer la technologie, la low-tech du futur ou un truc comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il met énormément d'énergie à raconter ce qu'il fait, il met énormément d'énergie à toucher aux affects plus que entre guillemets, au cerveau. Et je pense que du coup, jusqu'à maintenant, il était à parler aux affects d'individus. Et donc, il se servait de façon très mathématique, très simpliste, de ce que lui vivait dans son coin, entre guillemets, pour raconter à d'autres ce qu'ils pourraient vivre dans leur coin. En tout cas, comment ils pourraient voir les choses différemment. Et je pense que rien qu'est-ce qu'il raconte de sa relation avec sa poule, avec Conrad, c'est plein de choses qu'il essaie de faire passer aux individus. Ce qui n'empêche que, par exemple, sa prochaine expérimentation d'autonomie est dans un immeuble au cœur d'une ville. Donc voilà, je pense qu'il se projette petit à petit dans autre chose. On va voir ce que donne. Ce qui n'empêche que, du coup, nous, c'est aussi un constat qu'on a fait au Tech Lab, que l'échelle individuelle n'était pas pertinente, ou pas suffisante. Et donc, tiens, à la monnaie des enquêtes auprès de collectifs ou d'organisations qui se saisissent de la démarche tech et qui l'interprètent à d'autres échelles. En quoi est-ce que parler de low-tech au Bangladesh, c'est un peu colonial, pour faire simple. Évidemment que c'est une autre culture, c'est un autre mode de faire, etc. On est tout à fait d'accord là-dessus. Moi, ce que je disais, c'est plus que justement, cette expérience d'un autre rapport au monde, d'un autre système de représentation, je pense pour moi et mes collègues, entre guillemets, a été extrêmement
motive, ou en tout cas nous a troublé énormément dans notre rapport au monde et notre rapport à l'enfer, etc. Et donc c'est presque l'inverse d'une démarche coloniale, c'est-à-dire que cette expérience-là, cette vie-là, ces représentations-là nous ont fait voir les défauts des nôtres et amené à questionner nos propres façons de faire. Bon, ce qui est un peu le propre de l'anthropologie, je pense, de regarder ailleurs pour pouvoir mieux voir ce qu'on ne voit pas chez nous. Pour autant, est-ce qu'il n'y a pas eu des choses qui ressemblaient à du colonialisme dans ce qui a été fait? Je ne suis pas le seul, je suis pas avec d'autres personnes. Je pense que par exemple, le point de départ qui était on va diffuser largement des technos qui vont être appris par tout le monde et chacun va pouvoir faire des choses, c'était une vision très universaliste, très un peu simpliste des choses, et que voilà, on essaye de maintenant travailler avec des communautés locales qui s'approprient le terme, qui s'approprient ou qui l'incarnent de fait, et qui voient un intérêt à travailler avec nous à distance par le biais de documentation, de partage d'expériences, etc. Et du coup, le terme low-tech, pour terminer, c'est pas anodin, et c'est provoque, et c'est pas le mot convivialité, et c'est pas le mot technologie appropriée, même qui serait peut-être plus juste pour beaucoup de choses. La technologie paysanne, je trouvais ça super fort, ce qui était dit par Nicolas, je pense, au travers de toi, mais ça met déjà la personne en fait dans la technologie, et non pas le fait qu'elle soit appropriée, ou le fait qu'elle soit simple, ou qu'elle soit douce ou machin. Et donc, nous, le mot low-tech, et ben, en fait, pour être tout à fait honnête, il est très questionné, mais il est assez inexplicablement opérant. Et du coup, c'est un peu un rapport pragmatique au truc qui nous dit, bon, c'est un peu un mot obus qui choque, mais qui en même temps intrigue, rend curieux, etc. Par rapport à peut-être le mot technologie appropriée qui ni choque, ni rend curieux, ni. Enfin, tu vois, il y a un truc qui se passe un peu plus. Et je pense que du coup, c'est presque, je le vois moi comme un outil politique, un espèce de truc qu'on peut utiliser pour faire parler, parce que c'est peut-être l'occasion d'aborder rapidement le truc, mais nous, au début, on travaille aujourd'hui avec l'ADEME, on travaille aujourd'hui avec la région, on travaille aujourd'hui avec l'agglomération de Concarneau pour faire plein de choses. Et on voit bien que le mot low-tech, par exemple, c'est pas le mot décroissance. On serait des décroissants, ils ne travailleraient peut-être pas aussi fluidement avec nous. Et donc ça rend possible des discussions sur des sujets dont on vient de parler, qui sont les mêmes à peu près. Mais parce qu'on est rentré par une porte qui était à la fois intrigante et pas trop non plus repoussante. Aussi, pourquoi est-ce qu'on a abandonné les moulins? Bon, parce qu'on avait trouvé des moyens plus efficaces de produire de l'énergie, mais aussi sûrement peut-être une volonté de ne pas fixer des gens autour des moulins et de prendre aussi la main-d'œuvre qui pouvait être autour des moulins pour en faire du salariat. Mais en tout cas, il y a aussi un autre élément. On a rencontré des gens d'une centrale hydroélectrique dans la Vienne. Donc il y a une personne, enfin souvent il y a des gardiens ou des gardiennes, je pense plutôt des gardiens d'ailleurs, mais des moulins, donc des gens qui s'en occupent au quotidien et donc qui savent très très bien comment ça marche, mais qui deviennent même des observateurs de l'écosystème, de la biodiversité autour du moulin, de voir aussi par exemple l'eau il y avait énormément de mousse dans l'eau, donc ça veut dire qu'il y avait des pollutions et en fait plus haut il y avait une station d'assainissement et du coup ils pensaient qu'il y avait des fuites d'assainissement, donc ils ont pu aussi alerter sur ça et par ailleurs même sur les poissons, est-ce qu'il y a beaucoup de poissons, moins, etc. Enfin, en fait ça peut aussi être des observatoires de la biodiversité. Donc je suis d'accord sur le fait que le moulin avait un rôle social plus fort et peut avoir aujourd'hui un rôle social plus fort. On dit même qu'ils aèrent l'eau et que du coup c'est bénéfique aussi pour certaines rivières. Il me semble qu'il y a eu, je ne sais plus sur quelle rivière malheureusement, mais une rivière où on a retiré tous les moulins et tous les seuils, et en fait l'eau allait très très vite et finalement le cours d'eau s'est aussi beaucoup réduit. En bref, du coup c'est assez aussi intéressant, même un peu philosophiquement, de se dire qu'il y a un truc que l'humain a fait et qui vient modifier l'écosystème, mais pas sous une forme négative, comme on a l'habitude de le voir. Et sur le fournisseur, évidemment, je suis d'accord avec ce que je disais tout à l'heure, c'est un choix effectivement d'ouvrir une boîte noire dans un système technocentré, hyper capitaliste. Après, c'est vraiment un choix politique, d'un outil politique
parce que le fournisseur est en interaction avec toutes les personnes qui sont dans cette pièce, et du coup un fournisseur local est en interaction avec les personnes qui vivent sur un territoire, et bien ça devient un véhicule politique hyper fort, parce que pour recevoir des factures tous les mois ou tous les 2 mois, si demain avec cette facture, il y a plein d'autres messages autour de l'énergie, de la réappropriation de l'énergie, autour de la constitution de communautés qui vont agir sur l'énergie, mais du coup beaucoup plus largement, parce qu'on voit bien que ça touche très vite les problématiques liées au logement, etc. Bon, là, en fait, ça devient potentiellement un levier politique important. Que d'autres gens ont pu le faire, je pense à Enercop notamment. Enercop, c'est des personnes de Greenpeace qui ont fait le choix de construire un fournisseur justement parce que ils le voyaient comme un outil politique, principalement de lutte contre le nucléaire. Aujourd'hui, après 15 ans d'existence, Enercop a pu faire la démonstration de plein de choses et a fait avancer aussi la cause écologiste. Ça représente 100 000 foyers aujourd'hui qui sont avec Enercop. Nous, on aimerait dire, reprenons l'hypothèse de départ d'Enercop, allons vers un truc plus d'écologie populaire, avec des tarifs aussi qui sont accessibles aux gens, et du coup ça puisse se diffuser plus largement, et après que ce soit la base d'un mouvement autour de l'énergie.